Los Angeles, South Central. Loin d'Hollywood, c'est ici qu'on habite quand on est noir et pauvre dans la Cité des Anges. Dans les années 80, South Central, c'est surtout la capitale mondiale du crack, des gangs et de la mort violente. Alicia Alexander a grandi ici, au coin de Western Avenue et de la 69e. Ce 11 septembre 88, elle vient d'avoir 18 ans. 22 ans plus tard, son père a toujours mal. Cette nuit-là, elle m'a dit qu'elle allait faire une course au magasin d'à côté, et c'est la dernière fois que je lui ai parlé. Rien que ça a été un coup, de lui avoir dit « Rentre vite à la maison, reviens vite, j'espère que tu vas rentrer tôt », et qu'elle ne soit jamais revenue. Son corps a été retrouvé quelques blocs plus loin sur la Western Avenue, au coin de la 43e, dans une allée, cachée sous un matelas. Elle était nue. On lui a tiré dans la poitrine. C'est à peu près la seule chose que ses parents ont su pendant près de 20 ans. Ils sont venus, ils se sont présentés comme des policiers, sans montrer aucune émotion, aucun sentiment. Ils sont entrés, ils se sont assis et ils nous ont dit exactement ce qu'ils ont trouvé et où ils l'ont trouvé. Moi, quand j'appelais pour avoir des informations, il me faisait faire tout un tour. D'abord au commissariat, après au QG, au centre-ville. J'essayais de joindre le policier qui s'occupait du cas, mais je n'arrivais jamais à l'avoir. Je leur disais de quel cas il s'agissait, le nom de ma fille et tout, mais le policier en charge du dossier n'était jamais là. Et on me disait toujours de voir avec lui. Les pauvres, en général, ça les intéresse pas. Ils se disent que c'est comme ça, dans ces quartiers. C'est la loi de la rue. S'ils arrivent à régler le cas tout de suite, s'il y a des preuves, alors ils le font, vite fait. Sinon, ils classent le dossier, et c'est ce qui s'est passé. Comme beaucoup de filles de son quartier, Alicia s'était fait avoir par le crack. Elle sortait tout le temps transformée en zombie. Ses parents ne savaient plus quoi faire. À l'époque, vivre à South Central, c'était vivre en enfer. Moi, j'ai grandi là-bas. Ça fait 20 ans que je suis flic ici et à mon avis, il y en a des centaines qui ont été tuées à l'époque. Tout ça, c'est à cause du crack. Quand ça a commencé en 1983, ça a tout pété. Vous savez, cette drogue, il faut en reprendre toutes les 15 ou 20 minutes. Alors il faut faire vite, de l'argent, 5-10 $, aller voir le dealer, se refaire un shoot et y retourner. Ça allait vraiment mal. C'est pour ça que dans le coin, devant toutes les maisons, il y a des grilles en fer. Des barreaux aux fenêtres, des clôtures partout. C'est parce qu'à l'époque, en pleine rue, il y avait du deal, la drogue, la prostitution, les vols de voitures, enfin ce genre de choses. C'était comme ça il y a 20 ans, c'était très moche. Ça a été la période la plus violente dans l'histoire de cette ville. Le nombre d'homicides, le nombre d'agressions et le nombre de tueries était à son tour record. Une année, il y a eu tellement de meurtres qu'on a dû fermer la section en charge des homicides pour qu'ils se mettent à enquêter sur les cas en cours et que d'autres sections s'occupent des nouveaux cas. Les flics sont dépassés, les habitants les détestent. Jusqu'à l'affrontement, les fameuses émeutes de South Central en 1992. Il y a la drogue, les gangs et puis ces cadavres de femmes retrouvés dans les allées sombres ou au fond de bennes à ordures. Ce n'est qu'au bout de 11 morts que le LAPD se dit que c'est peut-être un peu louche, qu'un serial killer se balade peut-être à South Central. Et personne ne réagit. Le message qu'on leur faisait passer, c'était « Oh, vous savez, des femmes noires assassinées à South Central. Qu'est-ce qu'il y a de neuf ?» Vous imaginez si 11 femmes avaient été assassinées à Beverly Hills, dans le même périmètre, à quelques centaines de mètres, la France le saurait, le monde entier le saurait. Margaret Prescott devient la Angela Davis de South Central. Pour prévenir les habitants du danger, elle distribue des tracts, des portraits robots. Elle organise des sit-ins devant les QG de la police qui va enfin réagir. Un premier tueur est arrêté, mais les enquêteurs se rendent vite compte que plusieurs serial killers sévissent en même temps dans le quartier. Notamment un qui aurait violé et abattu 7 femmes, toujours de la même manière.
Ce tueur-là conduisait, il se tournait sur le côté et il tirait comme ça. Parce qu'elles avaient toute une balle dans le côté comme ça, là, sur la poitrine. Apparemment, il roulait, il se tournait et boum, il leur tirait dessus. Le LAPD arrête un suspect, un flic, Ricky Ross. Il a été arrêté avec une prostituée dans le coin où toutes ces femmes étaient tuées. Ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, on l'a chopé, on est sûr. On n'arrêterait pas l'un des nôtres si on n'était pas sûr. L'analyse balistique est formelle. Ils en ont fait tout un truc, ils ont fait une grande conférence de presse, et au bout d'un mois, ils l'ont relâché et ils ont dit que c'était une erreur de la balistique. Comment vous dire? J'étais carrément outragée. Après ça, les policiers sont passés à autre chose. Ils se sont mis sur de nouveaux dossiers. Quelque part, dans le fond de leur esprit, ils pensaient qu'ils avaient trouvé le coupable. Ce n'est qu'en 2007 que le LAPD se met vraiment sur la piste de ce meurtrier. Oh, pas parce que les flics de LA ont soudain des remords en se disant « Merde, on aurait pu travailler avant ». Non, c'est parce qu'ils viennent de découvrir de nouveaux meurtres, de nouvelles victimes, violées puis abandonnées de la même façon dans des poubelles, dans les allées sombres de South Central. Sur leurs cadavres, on retrouve toujours la même trace ADN. Alors un groupe Cold Case est monté pour retrouver ce serial killer en vadrouille depuis si longtemps. Une cellule spéciale qui travaille dans le plus grand secret. Le LAPD ne veut surtout pas communiquer. Ces mecs-là, quand ils veulent pas parler, eh ben je vous jure qu'ils parlent pas. Celle qui va rompre le silence s'appelle Christine Pelisek. Elle vient d'être embauchée dans un petit hebdo gratuit de Los Angeles. Quelques mois plus tôt, au hasard d'un café, pris avec un coroner trop bavard, elle apprend que 3 femmes ont été retrouvées mortes dans le quartier. Princess Berthomieux, 14 ans, retrouvée le 19 mars 2002 dans une allée de South Van Ness. Valérie McCorvey, 35 ans, retrouvée un an plus tard, le 11 juillet, entre la 109e et la 108e. Janicia Peters, 25 ans, découverte par un SDF le 1er janvier 2007 dans une benne à ordures de la Western Avenue. Je venais de découvrir le meurtre de Janicia Peters. J'avais trouvé son rapport d'autopsie, alors j'ai appelé le flic qui s'en occupait. Je lui ai demandé où il en était dans l'enquête. Mais il m'a dit qu'on lui avait repris le dossier, que maintenant c'était au QG à Downtown qu'il était parti. Et généralement, quand ça part à Downtown, ça veut dire 2 choses. Soit c'est un dossier qui implique une célébrité ou quelqu'un de connu, soit qu'il cherche un serial killer. Une cellule Cold Case a été créée en secret. Christine découvre que les enquêteurs ont fait le lien entre ces 3 meurtres et les 7 des années 80 qu'on avait mis sur le dos de Ricky Ross. Les tests ADN le prouvent, et ce qui est sûr, c'est que Ricky Ross n'était pas dans le coup. Ricky Ross est mort un mois avant la mort de Valerie McCorvey en 2003. Donc, à moins qu'il ait tué de sa tombe, il ne pouvait pas être le tueur. Un serial killer sévit donc à Los Angeles depuis 1985. Il aurait tué Debra Jackson, 29 ans, hôtesse de bar, retrouvée sous un tapis dans une allée de la South Vermont Avenue. Un an plus tard, un peu plus loin sur la même avenue et avec la même arme, c'est Henrietta Wright, 35 ans, 2 balles dans la poitrine, la manche d'une chemise d'homme enfoncée dans la bouche. 6 mois après, Barbara Ware, 23 ans, était retrouvée dans les poubelles d'une allée, même arme. À quelques mètres de là, le 16 avril 87, on découvre le cadavre de Bernita Sparks, 25 ans, dans une benne pleine d'ordures. Un an plus tard, le soir d'Halloween, Mary Lowe, 26 ans, est retrouvée dans l'allée d'en face, une balle dans la poitrine. Puis c'est l'Archira Jefferson, 22 ans, en janvier 88. Sur son cadavre, un matelas et un torchon sur lequel on a écrit le mot « SIDA ». Enfin, 9 mois plus tard, c'est la même arme qui tue Alicia Alexander. 10 victimes en 25 ans et un étrange vide de 13 années entre tous ces meurtres. Il y avait une pause de 13 ans, de 1988 à 2002. Et cette pause de 13 ans, je demandais ce que ça voulait dire. Qu'est-ce qu'il faisait pendant tout ce temps? Les flics et moi, on se demandait tous ce que c'était. Est-ce qu'il était dans l'armée? Est-ce qu'il était à l'étranger et qu'il rentrait de temps en temps? Christine tient son scoop. Reste à trouver un nom au tueur.
Ma rédactrice en chef voulait qu'on le baptise, qu'on trouve un nom marrant. J'en ai proposé pas mal au débeauté. Et c'est comme ça qu'est venu le nom de Grim Sleeper. Moi, je rigolais à moitié. Quand je lui ai proposé, elle a adoré. Et je me suis dit, oh mon Dieu, non. Le Grim Sleeper, le tueur qui s'est endormi comme la belle au bois dormant des contes de Grimm, fait la une du journal. Pour les Alexander, c'est un coup dur. 22 ans après la mort d'Alicia, les flics ne leur avaient toujours rien dit. C'était dans le journal. La photo de ma fille était dans le journal. Moi, j'avais peur de le lire. J'étais effrayée. D'un côté, j'avais envie de le lire. De l'autre, j'avais tellement peur. J'ai fini par le lire. Après, je l'ai passé à mon mari pour que toute la famille le sache. C'est bien simple. Il nous avait complètement oubliés. Même choc pour Diana Ware. Barbara, sa belle-fille, est morte il y a 20 ans. Elle découvre que c'est un serial killer qui l'a tuée en allumant la télé. J'étais en colère, ça oui. Je leur ai dit, pourquoi je ne sais rien de tout ça? Pourquoi est-ce que c'est à la télé que je l'apprends? Et le policier m'a dit, on n'arrivait pas à vous joindre, on ne savait pas où vous étiez. Mais c'est pas vrai. S'ils m'avaient cherché pour quelque chose d'autre, ils m'auraient trouvé tout de suite. Je ne me cachais pas, je m'appelais toujours Ware. Ils auraient pu me trouver. Savoir qu'il y a quelqu'un dehors qui tue encore et encore, et savoir que c'est cette même personne qui l'a tué, c'est dingue. Et bien sûr que ça fait mal. Savoir qu'il recommence encore et encore. Un serial killer est en activité à Los Angeles. Les médias s'agitent, les fans de mystère commencent à faire l'enquête eux-mêmes. Je me suis mise à recevoir plein de courriers et d'appels de plein de gens. Certaines pistes étaient cohérentes, d'autres complètement à côté de la plaque. Je recevais des mails de médiums, de femmes qui croyaient que le Grim Sleeper était leur meilleur ami. Et il y en a une, elle m'a même amené une tasse avec une serviette en papier contenant, soi-disant, le sperme du tueur. Il faisait très chaud ce jour-là, j'ai appelé Kilcoyne. Est-ce que je peux vous amener ce truc-là? Et il m'a dit, je n'ai pas pu le lui donner ce jour-là. Alors j'ai été obligée de le conserver dans mon frigo pour la nuit. C'est dégoûtant. La cellule spéciale du LAPD regroupe tous les cas similaires et commence à établir le profil du tueur. Les victimes ont toutes été retrouvées dans un même cercle, un même périmètre, au sein du même quartier. Donc, le Grim Sleeper habite probablement dans ce quartier. Mais comment remettre la main dessus? Après tant d'années, après tous ces meurtres, toutes les pistes vont être explorées une par la police. Yes, I'd like to report a murder, a dead body or something. The address is 13. Il y a d'abord cet enregistrement, celui d'un appel à la police. He threw her out. The only thing is hanging out of this, like he threw a gas tank on top of her, and the only thing you can see out is her feet. Les indications de cet homme mènent au corps de Barbara Ware et à un mystérieux van bleu et blanc. Ils ont vérifié la plaque d'immatriculation et se sont rendus compte que le van appartenait à une église, la Cosmopolitan Church, sur la Normandie Avenue. Ils y vont et apprennent que cette nuit-là, il y avait une veillée de prière organisée dans l'église. Ils ont parlé à plein de gens là-bas, mais rien n'en est ressorti. Le van, en revanche, était là et le van était encore chaud. Le van était encore chaud, mais les policiers arrêtent l'enquête. Ils ne parlent à personne de l'appel à police secours. Quand la cellule Cold Case le ressort 20 ans plus tard, tout le monde hallucine. Comment est-ce possible d'arrêter l'enquête comme ça? Ils avaient une piste évidente, ils chauffaient. C'est le cas de le dire. Le van était encore chaud. Comment peuvent-ils mettre 20 ans à dire qu'il y a eu un appel à police secours? C'est fou. Ça, c'est ce qui m'énerve le plus. Pourquoi ne l'ont-ils pas sorti à l'époque? Pourquoi ne nous l'ont-ils pas dit? On aurait pu aider. On aurait pu connaître des gens à la Cosmopolitan Church.
C'est très frustrant. 20 ans plus tard, reprendre l'enquête, c'est plus que coton. Personne ne reconnaît la voix de celui qui a appelé police secours. La Cosmopolitan Church a été remplacée par un parking. Le van, il a été retrouvé à Belize, à des milliers de kilomètres. Quant aux fidèles, autant les chercher dans une botte de foin. Il y avait des fidèles qui venaient de tout le pays, qui venaient prêcher, prier, il y avait des milliers de gens. Je me suis dit, mon Dieu, comment est-ce que je vais faire pour faire le tri entre toutes ces personnes? Je suis allé dans les 4 coins du pays à la recherche de preuves. Croyez-moi, je suis allé jusqu'au fin fond du Mississippi. Et je déteste l'avion. J'ai appelé les anciens pasteurs, les diacres. Certains étaient partis vivre en Floride. Une grande partie des gens que j'interviewais, souvent le LAPD les avait déjà rencontrés juste avant. J'en parlais aux flics. Ils me disaient, oui, on a pris un échantillon de leur ADN. Moi, je suis allé en Géorgie, où l'un des révérends de l'église était mort 6 mois après la découverte du corps de la dernière victime, Janicia Peters. On y est allé, on a exhumé son corps, on a ressorti des restes pour rechercher l'ADN, et lui comme les autres, on a dû l'éliminer. En exhumant de très vieux dossiers, les enquêteurs vont tomber sur un élément décisif. Une victime a en effet pu échapper au tueur. Son témoignage peut tout faire basculer. Avant qu'il ne la viole et lui tire dessus et la laisse pour morte, elle a pu parler au Grim Sleeper quelques instants. Elle est même montée dans sa voiture. Et une Ford Pinto de couleur orange, croyez-moi, ça ne s'oublie pas, surtout dans de telles circonstances. C'est ici, devant ce liquor store de Western Avenue, qu'elle l'a croisé. Elle marchait pour aller à une fête. Devant le magasin, un homme lui propose de l'emmener. Il est sympa, il a une Ford Pinto orange. C'est classe, elle a confiance. Il lui a dit qu'il devait d'abord passer à la maison de son oncle ou de son cousin. Elle a accepté, ils y sont allés et elle a attendu dans la voiture. Il est entré dans une maison à l'angle de Western et de la 81e. 10 minutes plus tard, il est revenu. Il est rentré dans la voiture, complètement différent, dingue. Il s'est mis à lui dire qu'elle l'avait enflé. Il s'est mis à l'appeler d'un autre nom. Il a remis la voiture en marche, lui a tiré dessus, la viole et la jette pour morte dans une benne. Elle s'en sort miraculeusement et se souvient de la maison du prétendu oncle, à l'angle de Western et de la 81e. C'était en plein sas central. La particularité du coin, c'est qu'on ne dirait pas du tout qu'on est dans un quartier dangereux. Même les habitants ne s'en rendent plus compte. Moi, ça fait 13-14 ans que j'habite ici. C'est calme. C'est calme. Rien ne se passe. Bon, les gens se font tirer dessus de temps en temps, mais c'est comme dans un quartier normal. J'ai pas peur. Ah si, vous savez, comme ça, on tire au coin de la rue. C'est comme partout, ça arrive. Un accident, c'est comme ça. Donna Harris vivait déjà dans le coin. C'est la maison où elle habite maintenant que la survivante a indiqué aux policiers. Il y a 20 ans, cette maison était horrible. C'était l'alcool, la prostitution, la drogue. Il y avait de tout ici. Enfin, tout ça, c'était avant que j'y habite. Cette maison, c'était l'enfer. C'est pour ça qu'ils ont pensé que c'était là qu'ils l'avaient amenée, à cause de ce qui se passait. La police à l'époque s'est dit qu'elle s'était mal souvenue. Ils se sont dit, on lui a tiré dessus. Alors ils l'ont pas cru. Ils se sont dit, oh ouais, elle mélange tout. Mais la cellule Cold Case se dit que c'était peut-être une bonne piste. 20 ans plus tard, le détective Bill Fannon retrouve la survivante et retourne avec elle sur place. Je lui ai dit, ok, est-ce que vous êtes bien sûr que c'est là que ça s'est passé il y a 20 ans? Elle a dit oui, je me souviens, c'était exactement là, sur la 81e. Alors je me suis dit que, ok, j'allais me concentrer sur la 81e et les rues d'à côté, mais surtout la 81e. Ensuite, il faut reconstruire un quartier d'où les gens sont partis, ont déménagé. Il y a de nouveaux habitants. Le quartier a complètement changé, mais il y a tout de même des gens qui habitent là depuis 30, 40 ans. Et c'était les témoins clés qu'il fallait que je retrouve. Il fallait que je les localise.
Et cette fameuse Ford Pinto orange, me direz-vous, qu'est-elle devenue? La cellule Cold Case fouille toutes les casses. En vain. J'étais un peu déçu de ne pas l'avoir retrouvée, cette Ford Pinto. Mais c'est une voiture qui a 24 ans, alors... Vous savez, certains gardent les voitures comme objet de collection. Mais c'est vrai que si la voiture a été impliquée dans un crime, la personne s'en sera sûrement débarrassée. Vous savez, on a un garage plein de Ford Pinto orange. Soudain, une lueur d'espoir. À l'autre bout des États-Unis, une femme pense que c'est son ex-mari. Il avait une Ford Pinto orange. Il était violent. Et il habitait dans le coin. Il avait une Pinto orange qu'il avait brûlée sur l'autoroute pour escroquer l'assurance. Il y avait plein de choses comme ça qui collaient. Ça semblait être bon. Alors ce genre de personnes, on les mettait sous surveillance. On essayait d'en savoir plus sur où ils étaient, qui ils voyaient, quelles étaient leurs activités, est-ce qu'ils sortaient pour aller voir les filles la nuit. Ensuite, on faisait le test ADN, et lui comme les autres, on a dû l'éliminer. C'était une chose après l'autre. J'étais super frustrée. Dès que je croyais avoir trouvé une piste, ça tombait tout le temps à l'eau. Les flics me disaient c'est toujours comme ça. Il va falloir que tu t'habitues à ce genre de choses. Et moi, à chaque fois, j'étais toute excitée. Je disais waouh, mon Dieu, et si c'était ce mec-là? Et puis non, alors j'étais déprimée. Et ça revenait encore. Je me dis waouh, c'est le bon. Mais en fait, non. C'était horrible. Dennis Kilcoyne, le patron de la cellule Cold Case, ne sait plus quoi faire. On était constamment en train de chercher des pistes. On rencontrait les familles, on passait à la télé, on mettait des affiches, et on a fait faire des portraits robots. On a donné une récompense d'1 demi-million de dollars pour toute information. Et rien. Ça ne donnait rien. C'était super frustrant. Il ne reste plus qu'un espoir, le fichier génétique. En Californie, depuis quelques années, tous les criminels sont fichés. Et depuis peu, même pour un tout petit délit de rien du tout, t'es fiché. Il suffit d'être passé ne serait-ce qu'une journée par la case prison. Ce type a certainement dû faire une connerie dans sa vie. Je sais pas, rouler bourré ou voler des pneus. Eh ben non, nouvelle déconvenue, l'ADN du Grim Sleeper n'est pas répertorié. Avec un profil pareil, c'est pas possible. Même sans empreinte ADN, prélevé. Il a bien dû se faire serrer une fois quand même. On avait une très belle empreinte ADN d'un homme. Il nous manquait juste le visage et le nom qui allait avec. C'est juste ça. Et ça semble juste impossible. Par où commencer? Par la case prison. C'est peut-être là que le Grim Sleeper était pendant ses 13 années d'arrêt. On avait une liste de 55 000 noms. On se disait, ok, par où on commence? 55 000 noms. Et puis on a commencé à regarder, voir qu'il y avait des doublons, des moments où certains étaient hors de prison, puis étaient revenus. On a regardé qui était dans la banque de données ADN, et on a commencé à les éliminer comme ça. Mais il restait encore 14 000 noms, et ça faisait beaucoup de noms à vérifier. Ça fait beaucoup de monde en effet. Et après vérification, il n'est pas dans les fichiers. Alors où? À la section des crimes sexuels, on continue de penser que le Grim Sleeper a bien dû un jour ou l'autre être passé par leur service. Ils se sont dit qu'il y avait de bonnes chances que le Grim Sleeper soit un délinquant sexuel. Alors, ils ont regardé tous les 5612 criminels sexuels de la ville de Los Angeles. Et ce, parmi ces 5612 criminels sexuels qui n'avaient pas fait de test ADN. Et parmi eux, il y avait un agent d'assurance de 72 ans, un certain John Floyd Thomas. Le petit vieux tranquille donne un échantillon de sa salive sans faire de manière. 3 mois plus tard, surprise. Son ADN correspondait à celui retrouvé sur 4 ou 5 meurtres datant des années 70, des vieilles dames blanches tuées à Los Angeles. Et il pense qu'il est aussi un violeur en série, recherché depuis longtemps dans un autre quartier de Los Angeles, qu'on appelait le violeur de l'Ouest. Le gentil sexagénaire, courtier en assurance, serait en fait le tueur en série le plus prolifique de l'histoire de Los Angeles.
25 viols et meurtres de petites vieilles dans les années 70. Puis, tout d'un coup, plus rien. Apparemment, ce qui l'a fait s'arrêter, c'est qu'il a trouvé un bon boulot. Mais c'était un tueur très très vicieux. Il a attaqué une femme de 84 ans et il a fait craquer sa cheville jusqu'à ce que l'os ressorte. C'est un prédateur sexuel très très violent. Il tuait la plupart de ses victimes. Et puis soudainement, en 89, il a arrêté. Il devait avoir la soixantaine à ce moment-là. Peut-être qu'il était trop vieux pour tuer. Le problème dans tout ça, c'est que le Grim Sleeper, lui, court toujours. Au siège du LAPD, on frôle la dépression collective. Les enquêteurs sont au bout du rouleau. Pour nous, c'était retour à la case départ. Ça peut être très frustrant. Ça faisait 3 ans qu'on y était. On avait une récompense d'1 demi-million pour quiconque nous aiderait et personne n'appelait. On commençait à s'arracher les cheveux. Tout le monde nous en voulait. Tout le monde était en colère pour plein de raisons, mais personne n'appelait. 3 ans, juste sur ce cas. Ça a pris beaucoup de notre vie. On pense tout le temps à ces gens, on pense tout le temps à ces dossiers, on pense tout le temps à ce qu'on pourrait faire d'autre. Surtout quand on arrivait à une voie sans issue. On se disait... Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Est-ce qu'on a essayé ça? Est-ce qu'on a loupé quelque chose avec une preuve? Peut-être qu'il faut qu'on reprenne ça et qu'on le réexamine. Retournons là-bas et parlons à un tel. Parfois, je me réveillais en y pensant. Vous allez dire que j'exagère, mais moi, j'avais une mission. Et c'est une de ces affaires où on continue d'y penser sur le chemin de la maison. On rentre à la maison en se disant « Ok, est-ce que j'ai tout bien rempli, tout bien pensé? Est-ce que j'ai fait tout comme il fallait ?» Donc finalement, on se disait, on va partir à la retraite et on retrouvera jamais ce mec. C'est alors que le détective Kilcoyne entend parler d'une méthode d'investigation, ma foi, révolutionnaire, l'ADN familial. Personne à ce moment-là ne l'a encore utilisé. Le principe, c'est qu'on peut retrouver un homme grâce à l'ADN de son père, de son grand-père, de son arrière-grand-père ou de son fils. L'État de Californie est le premier à pouvoir utiliser cette méthode. Et comme en Californie, on peut désormais avoir son ADN fiché rien que parce qu'on a signé par exemple un faux chèque, les chances de débusquer le serial killer s'en trouvent démultipliées. Mais attention, trouver le meurtrier par le biais de sa famille, qui elle, n'a rien fait, c'est limite côté droit civique. Ça a l'air aussi simple qu'une recherche sur le net. On entre l'empreinte ADN de celui qu'on cherche, on la compare à tous ceux qui ont été fichés. Si le frère, le père, le fils du criminel est dedans, on retrouve le méchant. La technique fait rêver les flics du monde entier. Et ce sont les gars de la cellule Grim Sleeper qui vont les traîner. Il a fallu que je fasse plein de paperasseries bureaucratiques, des lettres, des demandes, parce qu'il y a plein d'administrations concernées, des villes, des États, des niveaux administratifs différents. Et puis ça coûte cher, 50 000 $ à chaque fois. Et donc on fait tout bien, avec toutes les précautions, et on essaie en 2008. Et tout le monde est super attentif. Les gens de tout le pays, du monde entier nous regardent parce que ça n'a jamais été fait. Et rien. Il n'y a personne qui correspond. On s'est dit, ok, ça coûte cher, mais on aura essayé. Décidément, ce tueur-là est introuvable. Sur Internet, les amateurs de frissons mènent leur propre enquête. Note que les prénoms des premières victimes finissent par A. Et compare le Grim Sleeper au Zodiac, ce serial killer des années 60 qui n'a jamais été retrouvé. Ça commence à sentir le roussi pour le LAPD. Quand on leur propose de refaire un test ADN familial 1 an plus tard, ils n'y croient plus vraiment. Leur procédure administrative est tellement secrète que je ne sais même pas quand ils le font. Je ne sais pas à quelle date ils le lancent. Le temps passe, et arrivé à la fin du mois, je me dis, bon, ils l'ont fait, et ils n'ont rien trouvé, encore un 0. Mais on m'appelle le 1er juillet, un mercredi après-midi, et on me dit, tu ferais mieux de t'asseoir. Et on a eu une touche. Le département de justice nous a appelés, ils nous ont dit « Vous avez une touche ». Ils
Il s'agit d'un homme arrêté pour possession d'armes 6 mois plus tôt, après le premier test. Il est jeune, trop pour être le tueur. Son ADN n'est pas exactement celui du Grim Sleeper, mais il a le même chromosome X. Si ce n'est pas lui le tueur, c'est sûrement son père. On m'a passé la feuille, on l'a glissée devant moi, et c'était les coordonnées de Christopher Franklin, le fils de Lonnie Franklin, notre suspect. Le voilà le suspect numéro 1, Lonnie Franklin Jr. Il a 57 ans. Depuis 30 ans, il habite à quelques centaines de mètres des endroits où les corps ont été retrouvés. À l'angle de Western et de la 81e avenue. Vous savez ce quartier où les détectives sont revenus avec la survivante. Il habitait à 10 mètres, juste 2 maisons plus loin. J'étais à 2 doigts. Mais c'était qu'une question de temps, à mon avis. On fait de l'enquête de voisinage du porte-à-porte. Littéralement, on était en route pour ce coin-là. Vraiment. Moi, tout de suite, j'appelle le détective Coulter. Je lui ai donné les infos. Et je lui ai dit, bosse sur ce mec et prévois d'y passer le week-end. On l'a mis sous surveillance tout de suite. C'est une question de sécurité publique. Dès qu'on a un nom de suspect, on le surveille 24 heures sur 24. Mais est-ce le vrai suspect? Rien n'est sûr. Tout ce qu'on savait à ce moment-là, c'est qu'on avait quelqu'un qui s'appelait Christopher Franklin, dont on pensait que c'était le fils du Grim Sleeper. Mais on n'avait que ça. Il fallait qu'on ait une empreinte du père pour vérifier qu'il était bien le suspect. Et puis, qu'est-ce qu'on en sait? Christopher Franklin, il avait peut-être été adopté. C'est bon, ils tiennent enfin un suspect, mais pas la moindre raison légale de l'arrêter. Il faut prouver que c'est bien lui. Il faut donc une empreinte génétique. Alors, une vingtaine d'hommes vont le surveiller nuit et jour pour tenter de récupérer un objet qu'il jetterait, sur lequel il y aurait de la salive permettant d'identifier son ADN. Un mégot, un Kleenex ou, pourquoi pas, un habit qu'on retrouverait dans une laverie automatique. La traque commence tout de suite dès que le nom du suspect est connu. Des équipes spécialisées le suivent dans ses moindres pas. Ça fait 25 ans qu'ils attendent ça. Pas question de le laisser filer. Ils le mettaient au lit la nuit, ils se réveillaient avec lui le matin, et ils le suivaient quoi qu'il fasse. Et à une ou deux reprises, ils l'ont vu traîner dans les coins où travaillent les filles. Une nuit, il arrête sa voiture à côté d'une prostituée. Les policiers sont derrière. Ils se disent « Waouh, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait si la fille monte dans la voiture ?» Ils ont décidé qu'ils allaient l'arrêter au cas où, pour pas qu'il tue la fille. Mais au moment où il s'est mis à s'approcher vraiment, à lui parler, une voiture de patrouille de police s'est passée par hasard avec la sirène. Il a entendu le bruit et il a redémarré super vite. Des heures et des nuits à le suivre partout, sans rien. On ne sait pas encore si Lonnie Franklin Jr. est bien le Grim Sleeper, cet ogre des temps modernes. Ce qui est sûr, c'est que ça n'est pas le petit Pousset. Il ne laisse absolument rien derrière lui. Et puis, un lundi après-midi, après avoir roulé pendant 1 heure, il s'arrête à une pizzeria. Il est apparemment invité à l'anniversaire d'une petite fille. C'était comme dans les feuilletons télé. Le gars qui le suivait est entré dans le restaurant, il s'est présenté au propriétaire, il a expliqué qui il était, ce qu'il faisait, il a mis une casquette et une chemise du resto, et il s'est déguisé en serveur pour la fête. Je pense que cet homme n'a jamais été aussi bien servi dans un restaurant. Dès qu'il mordait dans une pizza, on lui donnait une nouvelle serviette. Dès qu'il utilisait sa fourchette, on lui en donnait une propre juste derrière. Il a ramené les serviettes, les verres et même un bout de pizza entamé. Ils nous ont tout ramené. C'est moi qui ai tout pris en personne. Je suis allé au labo. Ils ne savaient pas ce que c'était, mais je leur ai dit de s'y mettre tout de suite et le plus vite possible. C'est le reste de pizza le plus précieux de toute l'histoire du LAPD. Le détective Kilcoyne va vivre les 30 heures les plus longues de sa vie. Les gars étaient censés m'appeler à 5 heures du mat, donc nous, à 5 heures du mat, on était en haut, au bureau.
5 heures passent, 5h30, 6h, pas d'appel. On se dit c'est pas bon ça, c'est pas bon. On leur envoie un email, ils ne répondent pas. On les appelle, ils ne répondent pas. On se dit c'est vraiment pas bon, là pas de nouvelles, mauvaise nouvelle, il y a quelque chose qui va pas. Et moi, depuis 5 heures du mat, j'étais devant la maison du juge, dans ma voiture. Si c'était lui, j'allais cogner à la porte du juge pour lui faire signer un mandat et l'arrêter tout de suite. Sinon, je rentrais au bureau et c'était encore retour à la case départ. Tout le monde était là à attendre et retenir sa respiration quand finalement le labo a rappelé. Et ils ont dit oui, c'est votre homme. Et c'était un beau jour. Lonnie Franklin Jr. est arrêté quelques minutes plus tard. Avant que les télés ne balancent l'info, le détective Kilcoyne a du boulot. Appeler toutes les familles de victimes. Cette fois, ils vont savoir. Je lui ai dit, vous avez du neuf? Il me dit oui, d'une certaine manière. Vous êtes bien assise? Je lui ai répondu oui, qu'est-ce qu'il y a? Et c'est là qu'il m'a dit, on l'a eu. Quoi? Qu'est-ce que vous venez de dire? On l'a eu. J'ai dit, oh mon Dieu, vous en êtes sûr? Oui, on en est sûr. Mais moi, j'y croyais pas, à force, après toutes ces années. Vous l'avez trouvé? Je vais vous dire, c'était un sentiment, un poids que je portais depuis des années, qui soudain s'allège. C'était incroyable de sentir quelque chose comme ça. Après avoir cru pendant des années qu'on ne saurait rien, et tout d'un coup ça. Il n'y a que Dieu pour avoir permis une chose pareille. Les hélicoptères des télés ne tardent pas à débarquer. Toute l'Amérique apprend en direct l'arrestation du serial killer le plus recherché de Los Angeles. Sur place, 150 personnes sont réquisitionnées pour fouiller, photographier, déterrer peut-être les moindres preuves. Les commentateurs s'interrogent pendant des heures à propos des masques que portent les enquêteurs. Y a-t-il d'autres cadavres sur place? Qu'y a-t-il dans l'arrière-cour de la maison où des dizaines de personnes s'affairent? Kilcoyne et Coulter vont superviser les recherches. Ils sont pressés d'aller sur place. Mais d'abord, ils veulent voir le Grim Sleeper. On voulait le rencontrer. L'homme qu'on recherchait depuis 3 ans. Et mettre un vrai visage sur son nom. En personne. Plutôt qu'une photo de permis de conduire ou d'un album quelconque. Il était très calme, posé, très relax. Il a dit qu'il ne savait pas de quoi on parlait. Il ne connaissait rien du tout. Le détective Coulter a pris les photos des victimes. Il les lui a toutes montrées, une par une. Et il disait non, je ne les connais pas. Je n'ai jamais vu ces gens avant. Moi je dis, quand on est accusé d'avoir commis 10 meurtres et qu'on n'a rien fait, on se défend davantage. Le Grim Sleeper a donc enfin un visage. Il s'appelle Lonnie Franklin Jr. Il vivait, ma foi, très cool, à quelques mètres de ses futures victimes. C'était un ancien éboueur qui savait où se trouvaient les bennes à ordures les plus planquées du quartier. Et si on n'a jamais réussi à remettre la main sur les voitures avec lesquelles il enlevait ses victimes et commettait ses crimes, c'est tout simplement parce qu'il était le mécano du quartier. Des voitures, il en avait plein. Il en volait d'ailleurs certaines en ville, réparait celles des voisins avec les pièces des voitures volées. Et Lonnie, finalement, dans le quartier, tout le monde l'adorait. C'était presque un saint homme. Au coin de la 81e et de Western Avenue, les voisins ne s'en remettent toujours pas. Pendant 3 jours, ils ont vécu un véritable état de siège. On ne pouvait plus sortir, à la rigueur l'après-midi, mais le matin c'était plus possible. Dès 8 heures, la rue était fermée, ils bloquaient tout. Et je me suis dit, waouh, toute ma vie j'ai vécu à côté d'un serial killer. Leur quartier tranquille est devenu la rue du monstre. Plus personne ne veut acheter dans le coin. Et tout le monde se pose des questions. C'est un peu le remake de Mon voisin le tueur. C'était quelqu'un de très calme, il aidait tout le monde. D'ailleurs, le matin où il a été arrêté, il devait réparer ma voiture. Pour moi, on parle de 2 personnes différentes. La personne qu'ils ont arrêtée, c'était peut-être le Grim Sleeper. Mais moi, la personne que j'ai connue pendant plus de 20 ans, c'était Lonnie Franklin Jr. Moi, je crois qu'il est innocent. Je pense sincèrement qu'il est innocent. Ça fait trop longtemps que je le connais, c'est pas possible.
Il était amical, toujours prêt à aider. Parfois, il avait des propos déplacés quand il parlait des femmes, mais pas avec moi. Il a toujours été correct. Si c'est lui, qu'il brûle en enfer. Mais sinon, libérez-le. Moi, j'ai travaillé avec lui. Je l'ai aidé à réparer des voitures, malgré la drogue. C'était quelqu'un de responsable, de très responsable. Je connais ses enfants depuis qu'ils ont 2 ou 3 ans. Je connais sa femme depuis qu'ils habitent ici. Sa femme, c'est quelqu'un de très très gentil. Une chrétienne qui va à la messe tous les dimanches, travaille tous les jours. Je ne peux absolument rien dire de mal sur elle ou sur les enfants. Vous savez, la plupart des serial killers qu'on a eu entre les mains, ils ont une femme, une famille, des gosses. Ils sont normaux. Jusqu'à ce que leurs pulsions les reprennent et qu'ils soient obligés de sortir et de faire leur truc. Et quand ils ont fini, ils rentrent à la maison, ils s'assoient à table, ils se mettent la serviette autour du cou et ils disent « Chérie, qu'est-ce qu'il y a à manger ce soir ?» Sa famille a fini par déménager mais continue de le soutenir. Il a beaucoup de visites de femmes en prison. Sa famille vient un peu, mais il y a aussi plein de femmes. C'est bizarre. Vous savez, on écoute toutes les conversations, nous. Allez savoir. Lonnie, citoyen modèle, est présenté pour la première fois à la cour quelques jours après son arrestation. Toutes les familles de victimes sont là. Lui, il ne dit pas un mot. C'était bizarre de le voir. On ne s'imagine jamais à quoi peut ressembler quelqu'un capable de faire ça. Et il était là, il souriait à son avocat, il bavardait avec elle, et moi je me disais, mon Dieu, comment a-t-il pu faire ça? Moi, je voulais voir à quoi il ressemblait. Et maintenant, à chaque fois qu'il passe au tribunal, j'y suis. Parce que je veux le voir. Je veux voir son visage et lui dire « Vous avez tué quelqu'un qui comptait pour nous. » Et nous, on sera là jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il ait ce qu'il mérite. Le tueur est donc trouvé, mais l'enquête, elle, est loin d'être terminée. Suite à l'annonce de son arrestation, des centaines de cas vont échouer sur le bureau des enquêteurs. Le Grim Sleeper n'aurait donc pas tant dormi que ça pendant ses années de sommeil. À la barre et face au détective, Lonnie Franklin reste muet. Mais les 3 jours de fouille de sa maison vont parler pour lui. On a retrouvé 800 pièces à conviction. Des photos, des armes, des bijoux, des appareils photos, dans l'espoir d'identifier d'autres victimes. Et puis il y a eu toutes ces femmes disparues dont on n'a pas retrouvé le corps. Lonnie Franklin a été boueur, il conduisait des camions poubelles et il laissait les corps dans des bennes. Vous pensez que certains corps ont pu disparaître dans la nature? Je n'en sais rien. C'est très probable. Est-ce qu'on les retrouvera? Je ne sais pas. D'après le témoignage de la seule survivante, le Grim Sleeper avait l'habitude de photographier ses victimes après les avoir tuées et violées. Or, sur place, les policiers ont retrouvé des centaines de photos de femmes. Des Polaroids. Il y a des douzaines et des douzaines et des douzaines de femmes qu'il faut qu'on identifie. À partir de photos très provocantes. Alors, je ne sais pas. On ne sait pas qui elles sont. Il en a tué d'autres. C'est le genre de cas où on en découvre beaucoup plus. Il en a tué au moins 20 comme ça, à mon avis. Vous savez, ces mecs-là ne s'arrêtent pas. S'ils peuvent trouver un moyen de continuer, ils continuent. Sa première victime connue, c'était en 1985. Il avait 35 ans. Je ne peux pas croire que c'était sa première victime. La plupart des tueurs en série commencent très tôt. Donc je trouve difficile de croire qu'il n'ait pas tué plus tôt. Et puis il a passé pas mal de temps en Allemagne dans les années 70. Est-ce qu'il a commencé à tuer là-bas déjà? Lonnie Franklin Jr. n'a plus jamais quitté sa maison à l'angle de Western et de la 81e. Les enquêteurs sont certains qu'il ne s'est pas arrêté pendant 13 ans. Il aurait juste fait de plus en plus attention. Ses dernières victimes, il les a violées avec un préservatif. Ce sont des traces de salive qui l'ont trahi.
En 2007, le corps de Janicia Peters, la dernière victime, avait été lavé. La seule trace ADN qu'ils ont trouvée était sur la ficelle du sac poubelle dans lequel il l'avait déposée. C'est là qu'ils l'ont trouvé. Il a dû déposer de la salive sans s'en rendre compte. Il met la ficelle dans sa bouche, attrape le sac poubelle, la passe autour et la jette. À mon avis, c'est exactement ce qui s'est passé. Mais il n'a jamais pensé qu'ils allaient aussi analyser la ficelle du sac poubelle. Moi, je crois qu'il était de plus en plus malin. Les premiers articles étaient sortis en 2006. On disait qu'il y avait un serial killer dans le coin. Et il devait savoir qu'on le cherchait. Quand même, il avait une affiche énorme à 3 rues de chez lui. Il a bien dû voir ça. Une fille du quartier a raconté qu'un jour elle était avec lui dans sa voiture et qu'ils sont passés devant l'affiche. Elle a dit « Ah, j'aimerais tellement savoir qui est ce type, je saurais quoi faire avec l'argent de la récompense. » Lui, il a ri et il a dit « Ils attraperont jamais ce mec. » Son procès n'aura pas lieu avant 2013. En attendant, les familles des victimes viennent à chaque audience. Ils ne se connaissent pas, mais à force de se battre ensemble pour que l'enquête avance, ils sont devenus proches. Depuis l'arrestation de Lonnie Franklin, les rapports avec les détectives sont même devenus quasi amicaux. Les audiences préliminaires sont prévues fin janvier 2011. Ce sera une sorte d'avant-procès. Les enquêteurs promettent d'y faire des révélations. Lonnie Franklin, lui, gardera-t-il pour toujours le silence? Qu'est-ce qu'il faisait pendant tout ce temps? Apparemment, il tuait alors qu'il était marié et qu'il avait des enfants. C'était quoi son déclic? Est-ce que c'est parce qu'il habitait dans cette rue qu'il y avait du crack? Certains pensent qu'il en prenait. Est-ce que c'est ce qui le poussait à tuer? Bien sûr, il était de South Central. Toute sa famille habitait dans le coin. Qu'est-ce qui fait qu'il a commencé et pourquoi il a fait ça? Il y a tellement de questions. Je voudrais savoir pourquoi a-t-il fait ça? Pourquoi il se trimballe comme ça et qu'il tue des gens? Des gens qu'il ne connaît pas. En tout cas, apparemment, il ne les connaissait pas. Ça n'a aucun sens. J'aimerais lui dire, vous avez une fille? Qu'est-ce que ça vous ferait à vous? Si je pouvais lui parler, je lui dirais ça. Je lui dirais, vous avez un enfant? Comment réagiriez-vous si on faisait ça à votre enfant? Je veux que toutes ces femmes qu'il a tuées trouvent la paix. Moi, je n'aurai jamais la paix. Mais je veux qu'il soit jugé pour qu'il sache qu'il a été puni pour ce qu'il leur a fait. Je veux la satisfaction de savoir ça. Moi, je m'accroche à la vie pour être encore vivant ce jour-là. Alors vous me direz, combien de femmes a-t-il pu tuer, violer ainsi, en les abandonnant ensuite, abandonnant les cadavres dans des poubelles, des bennes à ordures? Qu'est-ce qui l'a amené à devenir le Green Sleeper? Pour l'instant, impossible de le savoir. Lonnie Franklin Jr. ne parle pas. Quant à son avocate, elle a refusé de nous répondre. Son procès devrait avoir lieu en 2013. Il plaidera évidemment non coupable, mais risquera bien sûr la peine capitale. Bonsoir.